RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. On se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette émission avec notre invitée Élodie Dubrul. Comment tu vas ? Très bien. Alors, donc Élodie, tu étais là hier. Hier, on a organisé un afterwork qui parlait ça parlait de quoi d'ailleurs ? Dis-nous tout. C'était un peu donc rassembler des entrepreneurs Ouais. et puis avoir du coup deux experts qui pouvaient répondre à leurs questions et du coup pouvoir échanger tous ensemble. Et quelle a été la pertinence pour toi de cet événement ? J'ai trouvé que c'était très bien d'avoir effectivement des experts qui étaient invités et puis d'avoir un public d'entrepreneurs, mais ça aurait pu peut-être être d'autres personnes suivant les thématiques. Ouais. Et effectivement, pouvoir poser ces questions en direct, avoir des réponses, du coup, j'ai trouvé que c'était très pertinent. D'accord, merci beaucoup. Donc, tu es graphiste. C'est bien ça. Tu es venu pour nous parler de ça aujourd'hui. Est-ce que du coup, tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours ? Oui. Alors donc du coup, Élodie, comme tu l'as dit. Donc j'ai créé ma société EDgraph en 2022 et donc je suis graphiste spécialisée dans la création de logos et d'identités visuelles. Okay. Et puis donc pour mon parcours, il est un peu atypique parce qu'avant ça, donc j'ai exercé pendant 10 ans le métier d'assistante de direction. Mais c'est vrai que c'était un métier qui dans lequel je m'épanouissais pas. Et puis le Covid est arrivé et puis j'ai eu le temps de réfléchir vu que j'étais un peu bloquée chez moi, comme beaucoup de monde. Et j'ai décidé ensuite de faire un bilan de compétences que je voyais bien que ça allait plus le travail. Et puis je me suis dit, avec ce qui s'est passé finalement, on se rend compte que la vie est courte, que tout peut changer du jour au lendemain. Donc je me suis dit, non, c'est important de faire quelque chose qui te plaît. Et donc le bilan de compétences a effectivement révélé qu'il me manquait une grosse partie de créativité, c'était quelque chose que j'aimais vraiment et c'est ce qui me manquait dans mon travail. Et la seule partie finalement de mon travail qui me plaisait, c'est quand je faisais les réunions pour mes dirigeants en fait et que je faisais les visuels. Et en plus, tout le monde me disait que j'avais effectivement vraiment l'œil pour ça et que j'étais douée là-dedans. Et puis effectivement, le bilan de compétences a vraiment confirmé cela. Donc du coup, j'ai tout arrêté. J'ai fait la rupture conventionnelle, j'ai refait une formation et me voilà aujourd'hui épanouie dans mon métier. D'accord. Et du coup, pourquoi tu t'es dirigée vers assistante de direction ? Quelles a été tes études que tu as fait pour te retrouver dans ce métier-là ? Alors, quand je dis que mon parcours il est vraiment atypique parce qu'en fait, donc j'ai fait un bac S. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en terminale, malheureusement, j'ai perdu brutalement mon papa. Donc après, ça a aussi un peu tout chamboulé mes études. Je suis partie en fac de lettres. J'ai fait une licence en espagnol parce qu'à la base, je voulais être prof d'espagnol. Sauf que c'était le moment où il y a eu toutes les réformes, où ils ont bloqué les facs, etc. Donc ça a été compliqué. Je me suis dit non, écoute, là voilà, ça va pas le faire. Donc j'ai commencé à réfléchir. Et c'est vrai que c'était une période où j'avais besoin de prendre mon indépendance et puis donc de travailler vite. Donc je me suis dit être dirigée vers un BTS en alternance. Et assistante de direction, sur le coup, je pensais que c'était un bon choix. Mais c'est vrai que le problème, c'est que quand on est jeune, déjà, tout ce qui est bilan de compétences, choses comme ça, on n'y pense pas. Les conseillers d'orientation, alors je ne sais pas si ça a changé actuellement, mais moi, de mon temps, ils ne servaient pas à grand-chose. On dirait toujours qu'ils servent à pas grand-chose. Et donc, c'est vrai que j'ai fait un peu des erreurs de parcours, mais finalement, c'est ce qui m'a aussi amené là aujourd'hui. Et effectivement, ce que j'ai appris pendant mes 10 ans d'assistanat, finalement, me sert aussi aujourd'hui puisque ça me permet comme j'étais le bras droit du dirigeant et j'étais vraiment à l'écoute du dirigeant, aujourd'hui je mets cette compétence-là au service de mes clients et quand ils me demandent du coup quelque chose, je suis vraiment à l'écoute de leurs besoins pour vraiment répondre à leurs besoins sur mesure, quoi. Ok. Et du coup, après ce métier-là, le bilan de compétences, comment tu t'es emmené vers ça ? Est-ce qu'on t'a conseillé de faire un bilan de compétences ? Alors, c'est moi, en fait, qui me suis dit, change d'orientation. Mais comme effectivement, donc comme je te disais, j'ai fait déjà pas mal de choses où finalement, c'était une erreur et tout. Je me suis dit, cette fois-ci, il ne faut pas que je me trompe, quoi. Parce que c'est bien gentil, mais on ne va pas reprendre des études indéfiniment. Donc, voilà. Et donc, je me suis dit, le bilan de compétences, ça peut peut-être m'aider. Mais effectivement, ce que j'ai fait, par contre, c'est que je me suis dirigée vers un organisme qui faisait des bilans de compétences donc, à distance. Donc, ça permettait effectivement de le faire en dehors des heures de travail. Donc, déjà, ça pénalisait pas mon entreprise. Et en plus, c'était avec des gens qui étaient à la fois coach professionnel. Donc c'est vrai que j'ai vraiment été bien accompagnée et il y a toujours une partie, un moment du bilan de compétences où on est complètement perdu, on ne sait plus parce que du coup tout est possible mais en même temps faut trouver la bonne voie et c'est vrai que le fait d'avoir un coach qui derrière m'a poussé puis m'a re-questionné, ça m'a vraiment aidé à vraiment trouver la bonne voie et effectivement je me rends compte aujourd'hui que je me suis pas trompée parce que quand je fais du graphisme je peux y passer des heures, je vois vraiment pas le temps passer donc c'est un peu ton métier passion, on va dire, aujourd'hui. C'est ça.
Donc, est-ce que tu t'en doutais qu'un jour, tu aurais bien aimé faire ça ou c'est vraiment, tu l'as découvert d'un coup après le bilan de compétences? Franchement, non, c'était un peu une surprise. Enfin, oui et non, parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé créer, et c'est ce qui me manquait. Et puis c'est vrai que quand je préparais les réunions pour mes dirigeants, c'est vrai que tout le monde me disait t'as l'œil pour la mise en page et tout. Mon ancien chef, il m'appelait l'œil de lynx, parce qu'en fait, dès qu'il y avait un alignement qui n'était pas, une faute d'orthographe, je voyais tout de suite, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que finalement, après le bilan de compétences, quand ça a été noté, je me suis posé la question, je dis oui, machin. Et puis c'est vrai que c'est là où ma coach, elle a entré en jeu et elle m'a dit, mais pourquoi tu doutes? Tout t'emmène vers ça, tes tests de personnalité t'emmènent vers ça. Toi, finalement, dans ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça t'emmène vers ça. Donc, pourquoi tu doutes? Et puis, effectivement, elle avait raison. C'était bien ça. D'accord. Et du coup, le bilan de compétences, comment ça se passe? Il y a un test de personnalité, tu viens de dire, et on te propose plusieurs métiers. Alors, tu as plusieurs étapes. Donc, au début, effectivement, si tu commences toujours à peu près, en tout cas, moi, l'organisme avec qui j'ai fait, c'était test de personnalité. Donc, tu en avais plusieurs pour vraiment commencer à cibler ce que tu aimes faire et puis les différents métiers possibles. Après, tu as une partie où tu fais de la recherche et tu fais des enquêtes métiers. Donc, tu appelles des professionnels pour connaître vraiment leur quotidien, savoir ce qu'ils font et tout ça. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait aussi pour vraiment confirmer ça à la fin du bilan de compétences, c'est que j'ai fait un stage d'immersion chez une graphiste pour voir effectivement si c'était vraiment ce qui me plaisait, quoi. Ok, donc le métier qui a été trouvé à la fin, c'était vraiment graphiste ou il y avait d'autres choses aussi qui allaient avec ça? Non, c'était vraiment graphiste avec plutôt spécialisation, donc du coup logo, parce que ça j'aime beaucoup, et puis tout ce qui est flyer, carte de visite. Après sur le site internet, ces choses-là, j'aime beaucoup moins, donc voilà, ça je laisse à des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi. Là-dessus. D'accord. Et du coup, après ce bilan de compétences et que tu t'es dit, c'est bon, graphiste, c'est fait pour moi, qu'est-ce que tu as fait Alors du coup, j'ai recherché une école pour faire une formation, parce que bien sûr, il fallait quand même me former. Et donc, j'ai fait un titre professionnel. Ok. Et après, tu as créé une entreprise ou Et alors après, une fois que j'ai eu fait la formation, que le diplôme était validé, etc., effectivement, j'ai créé l'entreprise et je me suis lancée de mes propres ailes. D'accord. Et du coup, maintenant, ça fait combien de temps que tu as ouvert ça fait à peu près 1 an et demi. Ok. Est-ce que c'est compliqué maintenant de passer à du salariat à auto-entrepreneuse ou Alors c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, mais après c'est hyper enrichissant parce que on voit plein d'aspects différents. On a à la fois notre cœur de métier, mais effectivement il faut un peu faire de commercial, faut faire de la compta, faut faire plein de cœurs de métiers différents. Donc c'est hyper enrichissant et en termes de développement personnel, je sais que là en 6 mois de temps, donc de faire des after-work, de voir d'autres entrepreneurs et tout, j'ai évolué, mais comme par exemple faire une émission de radio il y a encore 6 mois, mais impossible, c'était pas possible pour moi. D'accord. Et du coup, faut rappeler que tu travailles seul. Est-ce que c'est compliqué pour toi au quotidien ou ça te va très bien dans la mesure de ce que tu fais? Alors, travailler seul, c'est pas quelque chose de compliqué parce que c'est vrai que j'aime bien m'organiser comme j'ai envie. Après, où ça peut être un peu compliqué, c'est que forcément, on n'a plus cette partie où on a des collègues avec qui on peut échanger sur les problèmes et tout. Et c'est là où tous ces after-work, ces matinales d'entrepreneurs sont importantes parce que finalement, là, on se met à échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques que nous. Donc, du coup, on a ce soutien qu'on n'a pas quand on est vraiment tout seul chez soi, quoi. Ok, donc au final, toi, ça te pose pas du tout de problème, ça te va bien de travailler comme ça, mais en même temps de sortir découvrir d'autres personnes, quoi. Ouais, voilà, je pense que les personnes comme moi, qu'on appelle solopreneurs, qui sont chez eux tout seuls, je pense que c'est hyper important de garder le lien et effectivement d'aller quand même rencontrer d'autres entrepreneurs pour échanger sur les problèmes et puis avoir un soutien, quoi. Parce que sinon, si on reste vraiment tout seul tout le temps, je pense qu'effectivement, ça devient compliqué, quoi. Et puis même, je pense que le fait de sortir, ça te fait de la pub et puis tu peux rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux clients. C'est enrichissant pour toi au final, quoi. C'est ça, ouais. Et est-ce qu'au début, donc, quand tu as créé ton entreprise, tu n'as pas eu la problématique de la clientèle, que tu n'avais pas de clients? Comment tu as fait pour avoir de nouvelles personnes Alors justement, donc c'est vrai que la majorité de mes clients, c'est des clients que j'ai rencontrés, alors soit que j'ai vus dans des réseaux, ou alors c'est du bouche à oreille, des gens que j'ai connus qui m'ont ensuite recommandé. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, effectivement, le réseau. Après, c'est vrai que c'est toujours le problème parce que c'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que t'as des mois, t'as des clients, t'es content, puis le mois d'après, il n'y a plus personne. Et puis c'est aussi vachement... par rapport à la conjoncture, c'est-à-dire qu'on voit certains mois quand on sait que là, ce mois-là, les clients, non, ça va pas le faire, il y en aura pas, quoi. Donc, Ok. Et du coup, comment tu fais pour allier à ça les mois où tu auras moins de clients par rapport aux mois où tu auras un peu plus de clients? C'est vrai que là-dessus, alors actuellement, heureusement, j'ai un petit peu d'économie de côté, mais c'est vrai que c'est là où c'est
compliqué au niveau entrepreneur, c'est que pour la vision à long terme, parfois ça peut être assez dur et puis assez stressant de se dire tiens, le mois prochain, est-ce que j'aurai des clients ou pas de clients quoi. Donc, Oui, parce que hier, justement, lors de l'Afterwork, il disait que les autres entreprises comme ça, ou enfin en tout cas les PME, ça va de 3 à 5 ans. Est-ce que toi, tu as cette pression-là où tu te dis je fais ce que j'aime et on verra où ça me mène? Disons que pour l'instant, voilà, je me dis... Je continue, parce qu'après le problème c'est qu'il y a aussi cette idée de se dire si on arrête et qu'entre-temps ça avait après super décollé, donc t'es un peu tu dis non je veux aller jusqu'au bout, maintenant je me suis lancée, on y va quoi. Mais après c'est vrai que on est parfois rattrapé par la réalité. Je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui des fois à côté soit arrêtent tout et reprennent un salariat ou alors prennent un job à mi-temps. On verra. Pour l'instant, écoute, ça va encore. Après, on verra ce que ça va. C'était vraiment pour pouvoir parler du côté entrepreneuriat. Il y a pas, C'est un problème que malheureusement, on rencontre, à part vraiment ceux peut-être qui ça fait des années et puis qui ont vraiment une clientèle solide. Mais c'est vrai qu'au début, bien sûr, on rencontre tous ce problème-là où c'est un peu les montagnes russes et puis... D'accord. Pour l'instant, on va reprendre cette émission dans un instant. On va juste écouter un petit son. Est-ce que tu as un son à nous faire écouter aujourd'hui? Alors oui, je suis une grande fan de Muse. Donc du coup, on va écouter Muse et on va écouter les chansons Hysteria. Merci, écoutons ça. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. C'était Hysteria. Ah non, c'était Muse avec Hysteria. Hysteria, c'est le titre de la chanson et Muse, c'est le groupe. D'accord. Ok, donc c'était Muse avec interprété Hysteria. Alors, on va reprendre avec toi, Elodie. Tu vas toujours bien? Toujours. Parfait. Donc, graphiste, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que tu fais dans ton métier de graphiste? Ouais. Alors, du coup, comme je disais, je suis plutôt spécialisée logo et identité visuelle. Donc, ma prestation phare, c'est vraiment la création de logos ou éventuellement la refonte de logos. Sachant que je propose aussi une prestation de logo éco-conçu, d'identité visuelle éco-conçue. Donc, ça peut être, par exemple, pour une entreprise qui se soucie de l'environnement, qui a mis en place une politique RSE, elle peut se dire, tiens, mon identité visuelle, elle est pas top, on peut faire une identité visuelle éco-conçue. Alors là, j'ai peut-être développé un peu parce que les gens ne connaissent peut-être pas forcément. Donc, le secteur de la communication, il pollue comme plein de secteurs, donc avec notamment l'encre, voilà. Et on a des petits principes qu'on peut mettre en place pour limiter cet impact. Donc, ça va être notamment d'éviter des gros aplats de couleurs, d'avoir des éco-couleurs. Donc, ce qu'on appelle éco-couleurs, c'est des couleurs qui ne dépassent pas 100% de taux d'ancrage. On peut avoir des polices plus fines aussi pour limiter, donc vraiment, voilà, et avoir donc une identité visuelle qu'ensuite on va pouvoir décliner sur flyer, carte de visite et qui du coup, à l'impression, va avoir un impact un peu moindre, quoi. Ok. Et toi, du coup, quels sont tes clients par rapport au graphisme? Alors du coup, c'est plutôt soit indépendant, soit petite entreprise. Voilà, parce qu'en général, les grosses entreprises, ça va être l'agence de com. Donc moi, je suis plutôt plus petite. D'accord. Et puis, non, voilà, c'était tout ce que je voulais dire. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, si un client vient te contacter, quelle est la démarche que tu vas avoir avec cette personne? Est-ce que tu vas la suivre? Est-ce que si elle n'a pas forcément d'idée sur ce qu'elle a envie de renvoyer sur son logo, tu vas l'aider par rapport à ça? Ou en tout cas, comment ça se passe? Alors, ça se passe en général, on fait un premier rendez-vous où du coup, j'apprends à connaître la personne et j'apprends à connaître son entreprise, où j'ai 1 milliard de questions à lui poser, où voilà, j'essaie de comprendre les valeurs de l'entreprise, vraiment ce que fait la personne, ses clients cibles, ses concurrents, ce qu'elle veut renvoyer comme image. Aussi, je lui demande ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas en termes d'identité visuelle, s'il y a des logos qui vraiment elle aime bien ou des choses que non, pas du tout. Et donc ensuite, moi, suite à cela, je fais vraiment un gros travail de recherche sur ce qui se fait sur le secteur. Je travaille aussi la psychologie des couleurs, donc c'est-à-dire qu'il y a certaines couleurs qui suscitent certaines émotions. Donc, en fonction des valeurs de l'entreprise et ce qu'elle veut renvoyer, il y aura certaines couleurs qui vont plus ou moins s'imposer. Et ensuite, donc, suite à ça, moi, je présente à mon client environ 3 à 4 logos. Pas plus, parce qu'après, sinon, il est perdu. Et on fait donc, suite à ça, un premier rendez-vous où la personne me dit, ça me plaît pas. Si ça ne lui plaît pas, on voit ce qu'on peut retoucher. Et moi, au final, de toute façon, je retouche le logo jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite et que son logo lui plaise. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que même si on n'a pas forcément... si justement on a une idée de notre logo et qu'on vient te voir, ça peut quand même se faire, pas besoin... C'est possible aussi, effectivement. Donc après, ça ne sera pas la même prestation parce qu'effectivement, si la personne a vraiment une idée de son logo et que je n'ai pas tout le travail de recherche à faire derrière, forcément, c'est une prestation qui est moindre que la prestation complète. Mais ça se fait aussi très bien. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai eu 2 clients comme ça.
Et au final, ils étaient contents de leur logo. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur le côté écologie dont tu travailles ? Ouais, bah du coup, donc comme je te disais, c'est mettre en place vraiment des principes pour que l'identité visuelle, elle pollue moins. Ouais. Après, il y a aussi tout un tas de principes qu'on peut faire aussi sur le web, notamment sur les sites web, pour avoir du coup des photos qui vont être moins lourdes, ce genre de choses. Donc il y a plein de petits principes à mettre en place pour optimiser et puis limiter ainsi son impact environnemental. D'accord. Parce que du coup, c'est vrai que quand on parle de logo, on voit pas forcément le côté environnemental. Enfin, moi, personnellement, je vois pas forcément le côté environnemental. Et du coup, c'est-à-dire que là, par rapport à certaines couleurs, par rapport à certaines façons d'écrire, ça réduit l'impact écologique. Ça réduit en fait ton encre sur le papier et donc du coup, forcément, ça réduit ton impact environnemental. Ok, parce que tu parles de papier, tu fais pas forcément que des logos. Alors, après, ton logo, il est comment tu peux l'utiliser aussi sur les sites internet et tout ça. Après, ça va être un jeu. Alors, sur les sites, c'est un peu plus différent parce que si on veut être éco-conçu sur un site, par exemple, il faut que le site soit en noir. Ok. Parce que du coup, le fait d'avoir du pixel blanc, ça va consommer plus. Donc après, c'est encore une autre façon de voir. D'accord. Ok, et du coup, là maintenant, s'il y a un client qui veut te contacter, comment on arrive à te joindre Alors, il y a 3 enfin, je sais pas si je dis 3. Enfin, il y a mon site internet, voilà. Ouais. Tu peux le citer, du coup, s'il te plaît. Alors, donc, c'est ed-graph, donc tiré du site graph.com. Donc, là-dessus, vous allez avoir aussi les liens vers tous mes réseaux sociaux. Okay. Et notamment mon profil LinkedIn, pour ceux que ça intéresse. Tous les lundis à 17h, je publie un post sur l'explication d'un logo célèbre. D'accord. Où, du coup, j'explique comment il a été créé, son histoire et tout ça. Donc voilà, moi personnellement, je trouve ça hyper intéressant. Après, donc si les gens ça intéresse, sur mon profil LinkedIn. Et donc, on peut me joindre soit par téléphone, soit par mail. Ouais. Donc, tu veux que je dise, mais ou pas forcément. On mettra ça. Voilà. Et puis sur le site, de toute façon, tout est écrit. D'accord. Et du coup, justement, là, tu parles des explications des logos connus, c'est ça ? Ouais. Et d'où ça t'est venu Alors, figure-toi que je me posais la question l'autre jour. Je ne sais pas. En fait, j'en discutais avec quelqu'un l'autre jour et puis je me suis dit, mais comment ça m'est venu parce que finalement, j'ai commencé à faire ça. Ouais. Parce que moi, ça m'intéressait de savoir que tel logo Nike, il avait été fait comme ça, que ça venait de telle chose et voilà. Ah, c'est toujours très intéressant de savoir. Oui. Ouais, et puis donc pour moi, pour mon boulot, finalement, ça, c'est hyper pertinent parce que du coup, je comprends pourquoi tel graphiste a fait tel choix, voilà. Et puis ça a commencé à bien marcher. Maintenant, j'ai plein de gens qui finalement m'en parlent quand je vais dans des afterwork et tout. Oh, tes posts, c'est génial et tout. Donc finalement, j'ai continué, mais c'est vrai que je ne me rappelle pas la genèse de pourquoi, à quel moment je me suis dit tiens, je vais faire ça. Des fois on a des idées comme ça. Ouais, du coup c'était peut-être juste pour développer sur ton travail. Ouais, c'était pour pouvoir parler de logo et voilà. Mais vraiment je me rappelle plus à quel moment je me suis dit tiens, c'est ça que je vais faire. D'accord. Et du coup aujourd'hui quelles sont les problématiques que tu rencontres dans ton travail, par exemple quand tu as de nouveaux clients ou si il y a, je sais pas comment expliquer ça, quand tu as de nouveaux clients justement, et peut-être que ça est déjà arrivé, vous n'arrivez pas à trouver de logo qui fonctionne pour la personne là ou... Alors, jusqu'à maintenant, je touche, je sais pas quoi, mais jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé, c'est-à-dire que j'ai eu par exemple des clients où c'était un peu plus compliqué, il a fallu rechercher, mais au final, on a toujours réussi à trouver, voilà, parce que quand du coup ça matche pas du premier coup, que la personne me dit ah non, ces logos-là, ils me plaisent pas, on rediscute. Je lui demande qu'est-ce qui lui plaît pas justement pour vraiment, et donc ça fait un peu finalement comme un entonnoir, c'est-à-dire que petit à petit on arrive vraiment voilà, on arrive à la... Après il faut que la personne bien sûr elle sache ce qu'elle veut, parce que c'est sûr que si elle-même ne sait pas ce qu'elle veut, c'est un peu compliqué pour moi aussi, parce que moi forcément je colle par rapport à ce qu'elle me dit, donc si après elle me dit ça et puis que le lendemain c'est l'inverse, c'est sûr que du coup c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, jusqu'à maintenant voilà, on a toujours réussi à trouver mais jusqu'à maintenant, mes clients sont contents. D'accord. Et c'est le principal, c'est ce qui... Voilà, c'est le plus important. J'essaye de toujours les satisfaire, voilà. Ok. Et du coup, est-ce que toi, tu fais de la recherche de clients ou c'est plus les clients qui viennent à toi ? Alors, j'essaye d'en faire un peu. Après, je t'avoue que c'est un peu compliqué parce que les créateurs d'entreprises, soit ils sont pas encore créés, donc tu les connais pas, et quand ils commencent à être créés, souvent, soit ils ont déjà l'identité visuelle. Donc, c'est un peu de ce côté-là compliqué. C'est pour ça que là, je me suis un peu dirigée plus à cibler des gens en refonte d'identité visuelle. Après, les autres clients, effectivement, que j'ai eus, c'est plus des gens qui sont venus à moi. Ok, d'accord. Par rapport à tes clients, justement, je sais que du coup, vous travaillez par rapport aux couleurs, mais est-ce que
tu as des couleurs de préférence que tu mets ou c'est vraiment par rapport au client que tu choisis la couleur? Alors non, c'est vraiment... Alors même si moi j'ai des couleurs de prédilection, on va pas se mentir, mais c'est vrai que normalement c'est vraiment en fonction du client, en fonction des valeurs de son entreprise et en fonction de son secteur d'activité, parce qu'après tu as certains secteurs d'activité où finalement... Alors tu peux prendre le contre-pied et puis faire carrément une autre couleur, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont vraiment... ça va être que du bleu par exemple, toutes les entreprises elles sont en bleu ou elles sont en rouge, et donc des fois tu es obligé un peu de coller quand même à ça. Après c'est vrai que parfois je reconnais qu'il y a des palettes de couleurs qui me plaisent pas à moi, mais ça colle par rapport à l'identité du client et lui ça lui plaît, donc c'est le principal au final, c'est à lui que ça doit plaire à la fin puisque c'est son identité visuelle, donc D'accord. Et du coup, est-ce que dans tous les projets que tu fais, tu gardes forcément une trace de ton travail. Et donc, quand il y a des nouveaux clients, tu représentes ce travail-là ou Ah non, c'est unique à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas ça la question. Ah non, c'est pas que tu représentes le travail que tu as déjà fait, mais par exemple, un portfolio, on va dire. Ah oui. Déjà, sur mon site internet, il y a le portfolio, donc les gens peuvent voir mes réalisations. Et après, s'ils veulent en voir plus, effectivement, oui, je peux leur montrer ce que j'ai fait, pour qu'ils puissent voir mon travail. Après, c'est logique, effectivement, quand tu choisis un graphiste, de savoir un peu, parce qu'on a tous un peu notre patte, donc de savoir un peu vers quoi il part. Moi, je sais que je suis plus tout ce qui est très fin, très minimaliste et tout. Donc après, ça peut plaire à certaines personnes et pas à d'autres. Donc effectivement, il faut qu'ils puissent voir quand même ce que je vais à peu près leur proposer, sachant que ça sera quand même du sur-mesure et que si la personne, elle me dit moi je veux du rouge, même si c'est pas forcément je vais lui faire du rouge, quoi, tu vois, mais ok, même si la personne elle dit ouais, j'aimerais avoir un logo un peu avec plus de trucs minimalistes. Alors après, à la fin, c'est elle qui aura le dernier mot. Par contre, moi, je vais essayer de lui faire comprendre les principes d'un logo, parce que par exemple, un logo, normalement, ça doit être simple, ça doit être mémorable, donc forcément, il ne faut pas qu'il y ait 36 trucs sur le logo. Il faut qu'il soit polyvalent, parce qu'il faut que tu puisses le mettre sur une carte de visite, sur un stylo. Donc, plus tu as de petits détails, plus ton logo, finalement, il est dénaturé. D'ailleurs, on le voit, tous les logos célèbres, finalement, ils sont très simples. C'est pas des trucs compliqués, quoi. Donc, D'accord. Et est-ce que tu as des entreprises avec lesquelles tu travailles le plus, des secteurs d'activité où c'est vraiment... Non, franchement, jusqu'à maintenant, j'ai eu un peu de tout. Enfin, un peu de tout. J'ai pas eu tout parce que voilà, mais j'ai pas eu 2 fois la même chose. Tu vois, c'était vraiment varié. Alors c'est hyper intéressant parce que du coup, comme à chaque fois, moi, pour faire le logo, je m'inspire de l'entreprise pour bien comprendre ce qu'elle fait et tout. Donc ça me permet du coup de connaître plein de nouveaux secteurs d'activité. Donc pour moi, c'est enrichissant aussi, quoi. D'accord. Et du coup, par rapport à ton travail, je pense que, j'imagine qu'il faut beaucoup d'imagination. Est-ce que ça t'est déjà arrivé comme ça de pas forcément avoir le visuel du client qu'il aimerait avoir, un manque d'imagination, on va dire? Alors, jusqu'à maintenant, non. Disons qu'après, ça prend plus ou moins de temps. Mais jusqu'à maintenant, c'est toujours venu à un moment. Mais c'est vrai que ça m'arrive des fois à un moment de dire, tiens, je vais me mettre dessus. Et puis finalement, je suis devant et puis... non, là, ça vient pas. Mais bon, jusqu'à maintenant, voilà, c'est toujours venu à un moment. D'accord. Du coup, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Est-ce que aujourd'hui, pour les gens qui t'écoutent, tu as un message à leur faire passer ou faire ta petite pub, tout simplement Alors, un petit message, je vais vous donner mon super slogan. Ah oui. On avait envie de le entendre. Donc, une identité visuelle, c'est essentiel pour devenir exceptionnel. Donc, contactez-moi. D'accord. Il sort d'où ce slogan Écoute, je me suis dit, il faut un slogan parce que c'est ce qui reste. Quand tu passes, tu fais des pitchs et tout, et que les gens, des fois, il faut un truc qui reste. Et des fois, les slogans, ça marche bien, en fait. Ça te reste dans la tête. Par exemple, Carglass répare, Carglass remplace, par exemple. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, fais un slogan qui rime. Comme ça, les gens, ils vont se souvenir de toi. Et puis, effectivement, ça marche. À chaque fois, les gens, ils disent, ah oui, le slogan. C'est vrai que hier, quand tu l'as sorti à l'Afterrock, c'était bien. On l'a bien retenu. Du coup, tu peux rappeler tes réseaux sociaux, s'il te plaît? Oui. Alors, du coup, donc, j'ai LinkedIn principalement, donc sous Élodie Dubrul, on me trouve. Et puis, après, sur le site internet, il y a les liens, de toute façon, vers les autres. Mais on va dire que c'est principalement LinkedIn, de toute façon. D'accord. Je te remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Et puis je te souhaite que du bonheur pour la suite et que de la réussite pour ton entreprise. Voilà. Écoute, merci. Puis merci de m'avoir invité. De rien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Complètement à l'Est. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. RCN, www.rcn-radio.org